suis Sébastien Platon, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. Ce que j'avais voulu démontrer à l'époque, c'est que la diversité des sources de droits fondamentaux a des conséquences globalement positives. Ce qui n'était pas évident, puisqu'il y avait une certaine réflexion qui avait commencé à naître sur le fait que cette diversité pouvait être source de complexité, de conflits, et donc pouvait avoir des conséquences négatives. Et ce que moi j'avais essayé de démontrer, c'est que globalement cette diversité a plutôt des conséquences positives, à deux conditions toutefois. La première condition, c'est que la complémentarité entre les sources soit rendue véritablement effective, et la deuxième condition, c'est que les conflits potentiels entre sources soient désamorcés. Sur la question de la complémentarité, j'avais notamment travaillé sur la diversité des champs d'application, et notamment le fait qu'un même droit dans plusieurs sources peut avoir des champs d'application plus ou moins larges, ce qui peut être positif, ce qui peut garantir une plus grande protection des droits, mais donc à condition que cette diversité des champs d'application trouve effectivement à s'effectiviser d'un point de vue contentieux. Et sur les conflits, c'était la question sempiternelle des rapports de système et de la suprématie de la Constitution contre la primauté du droit européen, avec, de ce point de vue-là, des positions tranchées, classiques qu'on connaît bien, le droit interne considérant la suprématie du droit constitutionnel, alors que le droit européen, et en particulier le droit de l'Union européenne, est très affirmé sur sa propre primauté, y compris sur les constitutions nationales. Ma thèse a très rapidement perdu sa pertinence, notamment à cause de la question prioritaire de constitutionnalité. J'ai soutenu ma thèse en 2007, j'ai publié en 2008. C'est l'année où la Constitution a été révisée, introduisant potentiellement la question prioritaire de constitutionnalité. Et c'est un des points dont je discutais dans ma thèse. Donc de ce point de vue-là, elle a rapidement perdu de pertinence juridique. Ceci étant, je note l'utilisation dans la jurisprudence de la Cour de justice de ce que j'avais appelé dans ma thèse le principe de faveur. Le principe de faveur, c'était un terme, une expression que j'avais empruntée au droit du travail pour désigner le fait que quand plusieurs sources de droits fondamentaux ont des protections, garantissent des protections différentes, on doit retenir la protection la plus importante de l'individu. Et c'est un principe qu'on retrouve dans un certain nombre de sources de droits fondamentaux. On le retrouve notamment à l'article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui précise que la protection de la Charte n'exclut pas une protection plus importante donnée par d'autres sources. Et cet article 53, il est mentionné dans l'arrêt Meloni de la Cour de justice de 2013, dans lequel, pour la première fois, la Cour dit, dans une affaire relative au mandat d'arrêt européen, je ne reviens pas sur les détails de l'affaire, mais dans laquelle elle dit que lorsque le droit de l'Union européenne laisse une certaine marge d'appréciation aux États, les États peuvent, si leur standard constitutionnel est plus élevé que le standard de protection garanti par la Charte, peuvent appliquer leur standard constitutionnel. Et alors elle ne l'a pas appliqué dans cette affaire-là, parce que pour le coup, il n'y avait pas de marge d'appréciation qui était laissée aux États dans l'affaire Meloni. Mais depuis lors, la Cour l'a peut-être implicitement appliqué ce principe dans un arrêt MAS du 5 décembre 2017, un arrêt qui est plus connu sous l'appellation de Tarico 2, parce qu'il prend la suite d'un arrêt Tarico du 8 septembre 2015, dans lequel la Cour de justice avait stigmatisé, avait considéré comme incompatible avec le droit de l'Union européenne certaines règles de prescription des infractions pénales en droit italien, notamment lorsqu'elles s'appliquent à des infractions qui ont en lien avec les intérêts financiers de l'Union, notamment la fraude à la TVA. Et la Cour de justice avait dit que l'application de ces règles de prescription pouvait empêcher une sanction dissuasive, effective et proportionnée de l'atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Ça avait soulevé une grosse vague de protestation.
en Italie et ailleurs, en considérant que la Cour de justice avait porté atteinte aux droits fondamentaux et en considérant que dans une certaine mesure, les règles de prescription ne sont pas que des règles procédurales, mais aussi des règles substantielles protectrices. Et récemment, dans cet arrêt MAS, la Cour de justice a un peu rétropédalé en disant que effectivement, il ne fallait pas que cette règle qu'elle avait posée dans Taricco porte atteinte aux droits fondamentaux de l'accusé et ne pouvait notamment pas provoquer une application rétroactive d'une poursuite pénale à une personne qui aurait pu penser qu'elle ne serait pas poursuivie. Or, comme on est dans une hypothèse où il y a une marge d'appréciation pour les États, il n'y a pas de règle qui définit précisément la façon dont il faut poursuivre les intérêts financiers de l'Union. On pourrait considérer, même si la Cour ne le dit pas, qu'il y a ici une application implicite de cette réserve qui avait été émise dans la jurisprudence Meloni. Il y a eu pas mal de développements sur des nouvelles techniques d'évitement des conflits, notamment la technique de l'équivalence de protection, qui avait été enclenchée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Bosphorus, qui nous dit que si le droit de l'Union européenne propose la même protection des droits fondamentaux que la CEDH, en principe la Cour européenne des droits de l'homme ne contrôle pas le droit de l'Union. On a pu retrouver cette technique dans d'autres circonstances, notamment dans la jurisprudence française, avec la décision économie numérique du Conseil constitutionnel et la décision Arcelor du Conseil d'État, qui repose elle aussi sur cette idée de comparer la protection des droits fondamentaux assurée d'un côté par le droit français et de l'autre par le droit de l'Union européenne. Tout ça pour éviter ces conflits. Puis je remarque aussi le développement de la jurisprudence sur l'identité constitutionnelle ou nationale. Alors, identité nationale, c'est plutôt l'expression qui est utilisée par le droit de l'Union européenne. Identité constitutionnelle, c'est plutôt une expression qui est utilisée par les cours constitutionnelles nationales. Mais on retrouve cette idée que finalement, le droit de l'Union européenne essaye de limiter son impact sur cette identité nationale et essaye d'éviter de remettre en cause des éléments du droit national qui sont considérés comme intrinsèques à cette identité. La Cour a développé une jurisprudence sur la langue, sur la culture, sur le régime républicain du gouvernement, la forme républicaine du gouvernement, notamment dans une affaire Saïd Wittgenstein qui était liée à l'emploi des titres nobiliaires en Autriche. Donc il y a toute une jurisprudence comme ça qui s'est développée assez intéressante, par laquelle on voit les cours européennes, en particulier la Cour de justice et les cours constitutionnelles, essayer de trouver un espèce de modus vivendi autour de cette idée d'identité nationale et autour de l'idée que le droit de l'Union européenne ne devrait pas porter atteinte à l'identité nationale. Ceci étant dit, l'articulation n'est pas complètement parfaite, puisque encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par identité nationale. Et la notion est suffisamment vague pour se prêter à plein d'interprétations. Et encore faut-il également déterminer ce que génère l'identité nationale comme immunité par rapport au droit de l'Union européenne, les cours constitutionnels considérant que c'est une limite à la primauté, alors que la Cour de justice y voit plutôt une raison légitime qui peut justifier dans certains cas une dérogation aux règles du droit de l'Union, mais à condition que ces dérogations soient possibles. Et donc, ce n'est pas pour le droit de l'Union européenne une véritable limite à la primauté. Donc, de ce point de vue-là, on ne parle pas exactement de la même chose, mais grosso modo, ça permet de désamorcer la plupart des conflits potentiels.